Non, mais arrête. Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Bienvenue à toutes et à tous, nouvel épisode de Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. Autour de moi, deux journalistes de qualité, Loïc Bessière et Paul Arnoux. Bonjour messieurs. Salut Théophile, salut Loïc. Salut Paul, salut Théo, c'est pas comme si on s'était vu toute la journée, mais je vous redis bonjour par On plaisir. peut dire bonjour pour les gens. On dit fait, bonjour. c'est très semblant. Dynamique, rapide. Non, très solennel. Très solennel quoi. Le bonjour. Ouais, on était sur un plateau de télé là, on a tous dit bonjour. Oui, c'est vrai. Comment faire autrement que faire une grande preview de ce France-Afrique du Sud aujourd'hui dans Kick-Off Rugby. Voilà, semaine de revanche ou pas. Si c'est vraiment une revanche, on en discutera un peu plus tard. On va poser quelques grandes questions autour de la rencontre, les clés un peu à avoir avant ce grand choc. Ce sera samedi 21h au Stade de France. Puis on va passer aussi aux pronos, aux jeux, aux actions mêlées. On va parler un petit peu de la prolongation d'Antoine Dupont, parce qu'on ne l'a pas évoqué dans nos différentes émissions, pourtant il y en a. Compliqué à placer dans le MAC de la Nationale, je t'avoue. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Bon, en tout cas, bonjour à ceux qui sont dans le chat aussi. Ravi de retrouver les lives, oui. De nouveau en live, donc n'hésitez pas à participer à l'émission. On va poser encore une fois plein de questions. Ravi de vous retrouver les copains. Ça fait plaisir. Vous retrouver, n'hésitez pas à commenter, à réagir, à donner votre avis. On rebondira un peu sur toutes vos petites réflexions. Je ne sais pas s'il a dit, il y aura les jeux, il y aura les pronos aussi, parce qu'il y a d'autres matchs. Ce week-end, il y a eu top 14 avec un match en retard qui concerne La Rochelle. Oui. Qui se déplace à Toulon. Ah, ça, on ne sait pas, ils vont peut-être déclarer forfait. On ne sait pas encore. Jusqu'au coup d'envoi, tant qu'ils ne sont pas 15 sur le terrain. Je vais casser ton ordi. Probable en tout cas, donc pour l'instant, voilà, il y a quand même, je pense qu'ils vont quand même prendre le départ. De cette rencontre. Très bien. Ça serait hyper drôle qu'il pleuve ce week-end à Toulon que le match soit reporté. juste pour la conf de Ronan O'Gara. Juste pour ça peut être pépite. T'aimes pas mon équipe. T'aimes bien le. Moi j'aime le divertissement, c'est tout. Tu vas être fâché avec la ministre de l'écologie. Parce que ça fait quand même quelques déplacements que tu La Rochelle, rajoutes Toulon, c'est à pas chaque à fois quand même. Ah, les intempéries sont les intempéries, j'y peux rien moi. S'il pleut, victoire sur tapis vert pour La Rochelle. Je propose ça à la Ligue. Et on verra si elle t'entend. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet quand même. Allez. Parce que les gens sont là pour parler de France-Afrique du Sud. On va en parler tout de suite au cœur du ruck. Très peur que le jingle se lance pas. Ashraf il fait des feintes. Est-ce que le son a marché dans on est de retour en live, mais on est encore, tu vois, on est encore un peu en convalescence, j'ai l'impression. Oui, on revient d'une lourde blessure. On n'a pas beaucoup de certitude. Il n'y a pas énormément de certitude. Non, ça va bien se passer. On a un gros strap sur le genou. Tu vois, Ça va bien se passer. Ça fonctionne. Ils nous disent dans le chat, on est ravis. C'est la meilleure équipe du monde en face. C'est pas un petit projet de les battre, ça c'est sûr. Quand on disait meilleure équipe du monde, je pensais qu'il parlait de mon aussi. plateau. Non, je me suis dit, ça fait plaisir. On n'y est pas encore. Pas du tout. Messieurs, première question que je vais vous poser. Avant toute chose, quelle est la valeur réelle de ce France-Afrique du Sud? Alors voilà, tout le monde se souvient du dernier affrontement entre ces deux équipes, le quart de finale perdu 28-29 par l'équipe de France de Coupe du Monde dans ce même stade de France. Depuis, du temps est passé, bien heureusement. Alors est-ce qu'on est sur une revanche? Est-ce qu'on est sur un match qui peut permettre d'effacer complètement cette déception? L'importance du match, finalement, elle est au-delà d'une tournée. Quelle est l'importance? C'est dans les têtes des Bleus en tout cas, ou même des supporters, Paul? Tu réponds un peu à la question, j'ai l'impression, dans ta question. Non, c'est une question. T'as pas le choix en fait, tu t'obliges à dire que c'est une revanche. Non, tu peux me dire que non. Non, c'est moins important qu'un quart de finale de Coupe du Monde. Je pense que là, c'est enfoncer un peu une porte ouverte que de dire ça. Pour le coup, on jouait une Coupe du Monde à domicile. Je pense pas que cette génération-là retrouvera ça à domicile. Oui, c'est moins important, mais du coup, c'est important à quel point ce match moins important où à la fin t'as pas de trophée quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a pas de tu vas être content si tu les bats, mais il y a pas de trophée, il y a même pas de, tu sais, c'est moins important qu'une victoire dans le Six Nations. Oui, mais c'est moins important que la Coupe du Monde. Oui, mais c'est plus important qu'un France-Nouvelle-Zélande par exemple, si jamais France-Nouvelle-Zélande ouvrait cette tournée. Bien sûr. Dans quelle mesure? Par rapport à tout ce que tu as évoqué, c'est-à-dire le côté psychologique, le fait que ça soit quand même une revanche, oui, ça fait 2 ans qu'on ne les a pas joués, tout le monde se rappelle de ce fameux match. Donc oui, c'est plus important que n'importe quel autre test match que la France a disputé depuis et risque de disputer juste à la Coupe du Monde. Mais après avoir dit ça reste
moins important que le Six Nations et la Coupe du Monde. Ah, quand même moins important que le Six Nations. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que pour moi, une revanche, après le traumatisme qu'on a vécu quand même en 2023, je suis pas sûr que ce France-Afrique du Sud-là, avec tout ce qu'il incarne, aussi bien pour les joueurs, mais pour les supporters aussi, pour Fabien Galtier qui a beaucoup de choses à se prouver, on en parlera un peu plus tard, je suis pas sûr que ce soit moins important qu'un tournoi des Six Nations. Donc, je t'inverse le truc, tu préfères par exemple gagner ce match, mais tu perds tous les prochains tournois? Non, moi à titre personnel, je ne préfère pas. Mais je pense que mentalement, pour effacer cet épisode de 2023, battre l'Afrique du Sud avec ton équipe type, pas sur une tournée d'été, etc., je pense que ça a une importance particulière. Est-ce que Loïc, tu penses que si on gagne ce match ce week-end, en 2027, l'équipe de France affronte l'Afrique du Sud, est-ce que les compteurs sont remis à zéro ou ils ont quand même encore un ascendant psychologique, par exemple? Non, je pense que les compteurs sont remis à zéro. Et de toute façon, en 2023, c'était pareil. On avait battu les Sud-Africains et les compteurs étaient quand même remis à zéro pour la Coupe du Monde. Mais moi, je pense que cette rencontre a quand même une très grande importance. Déjà, d'une part, parce qu'on joue les doubles champions du monde. On joue une équipe qui a gagné le dernier Four Nations. Donc, c'est quand même la meilleure équipe du monde actuellement. Les 2 derniers même, je crois. Les 2 derniers, tu as raison. C'est Fabien Galtier qui a dit c'est la meilleure équipe du monde et je pense qu'on veut se prouver des choses, on a envie de gagner. L'an dernier, on a battu les Blacks. Là, cette année, on veut prouver face à cette équipe. Alors, effectivement, il y aura un sentiment de revanche, mais pour les 9 joueurs français qui ont joué les 2 matchs, et c'est quand même très important. Et je pense que cette victoire, alors certes, comme tu l'as dit, il n'y a pas de trophée au bout, mais pour moi, elle est, dans la valeur de l'équipe, elle est plus importante que, je sais pas, une victoire par exemple contre l'Écosse ou le Pays de Galles dans le prochain tournoi. Ouais, mais il y a 2 trucs où je suis pas d'accord avec toi. Tu viens de terminer là-dessus. Ok, oui, d'un point de vue, oui, c'est sûr qu'à la fin du match, ils seront plus contents et on sera plus content d'avoir battu les Sud-Africains que d'avoir battu les Gallois ou les Écossais. Mais dans cette compétition-là, tu as le Grand Chelem, tu vois. Donc cette victoire-là, elle est importante pour aller chercher un Grand Chelem dans le tournoi. Donc c'est plus important, entre guillemets, de battre bien l'Écosse que de battre là les Sud-Africains, parce que tu restes en lice pour un potentiel Grand Chelem. Et ça, c'est important. Et deuxième truc où je suis pas trop d'accord, c'est quand tu dis que les compteurs seront remis à zéro s'il y a victoire au bout par rapport à 2027. Là, je partage pas ton avis dans le sens où, pour moi, pour que les compteurs soient vraiment remis à zéro, il faudra un match référence face à un Cador en Coupe du Monde, dans un match de phase finale. Parce que ça, c'est pas arrivé dans l'ère Galtier, c'est pas arrivé depuis très longtemps, depuis 2011 pour le 15 de France. Et du coup, vous l'avez rappelé, on a quand même battu les Sud-Africains un an avant la Coupe du Monde à Marseille, qui était déjà champion du monde. Ça ne nous a pas tant aidé pour aller au bout. C'est pour ça que je dis que les compteurs seront remis à zéro. Bah, non, du coup, l'Afrique du Sud gardera pour moi un ascendant psychologique sur un match couperé du mondial. Il y a une remarque d'Orlov dans le chat qui est assez intéressante. Vous me dites, messieurs, si vous êtes d'accord avec cette remarque, battre les Sudaf, ça en dit plus long sur ton niveau que gagner le Six Nations. Oui, c'est intéressant. Sans doute, oui. Ouais, quand même. Ça montre un peu l'importance de ce match. Mais encore une fois, c'est hyper dur parce que si tu fais le Grand Chelem, c'est-à-dire que tu as réussi à être constant dans la performance quand même, face à des équipes qui sont quand même top niveau. Oui, tu as réussi à enchaîner les matchs. Comme pour une Coupe du Monde où tu as besoin quand même d'être constant semaine après semaine, etc. Là, c'est un peu un one-shot. Tu joues une équipe, rien ne dit, je pense pas, mais rien ne dit que par exemple les Sudaf ils peuvent pas se craquer ce week-end et faire un non-match comme ça a pu même arriver dans le dernier Rugby Championship où ils ont perdu, je crois, contre l'Argentine et tout. Non, ils ont pas perdu. Non, contre l'Australie, pardon. Contre l'Australie, chez eux, oui. Alors qu'ils menaient largement, ils étaient le match en main. Voilà, tu vois, ils ont fait une petite cracotte et du coup, rien ne dit que ça peut pas arriver ce week-end, même s'il y a peu de doute quand même. Mais qu'est-ce qu'on va dire s'il se passe ça, tu vois, on dira on est la meilleure équipe du monde. Je préfère remporter le Grand Chelem, quoi qu'il arrive. Meilleure équipe du monde. Mais pour répondre à sa question, moi je pense que ça serait le cas si on faisait un affrontement aller-retour avec l'Afrique du Sud. Parce qu'en fait, dans le Six Nations, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi cette capacité à s'exporter. Là, on l'a pas, on est à domicile. Donc on peut. Alors les Sudaf, on peut pas dire qu'ils sont en fin de saison comme les Néo-Zélandais parce qu'eux, ils jouent l'URC maintenant, donc c'est plus le cas. Mais voilà, ils sortent quand même de longues semaines et ça prouvait d'ailleurs aussi la vraie valeur de cette équipe de France d'aller s'imposer en Afrique du Sud où même si bon les Australiens l'ont fait, il y a quand même peu de monde qui le fait. Là, c'est vrai qu'on reste à domicile, donc mais on pourrait pas dire ça. On n'est pas sur un pied d'égalité par rapport à un match de phase finale de Coupe du Monde en Australie, par exemple. Oui, ou comme il dit, un Six Nations, parce que le Six Nations, l'année dernière, on est allé gagner quand même en Irlande, ce qui est pas rien.
Mais pour battre les Sud-Africains maintenant, c'est comme être champion d'automne, c'est bien, mais ça sert à rien pour le titre final. Oui, voilà. Là, il a tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu joues les Sud-Africains premier match. C'est pas tellement un avantage pour les Français. Et eux, ils sortent d'un rugby championship qu'ils ont remporté. Ils sont pas non plus encore totalement lessivés par. Tu vois, c'est pas le dernier match de la tournée d'automne. Souvent, c'est crescendo et on affronte la meilleure équipe au dernier match. Là, on affronte la meilleure équipe dès le premier match. Eux sont pas encore lessivés par tous les autres matchs de la tournée d'automne où ils vont jouer aussi l'Irlande, tout ça. Donc, pour le coup. Ça donne plus de valeur au match quand même que la Nouvelle-Zélande, je pense. Enfin non, la Nouvelle-Zélande, on les prend sur le premier match. L'année dernière, on les prend. C'est l'Argentine le dernier match de la tournée, je crois. Non, le premier match, non, on joue l'Argentine. On joue Japon. Japon, Nouvelle-Zélande, Argentine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais encore une fois, là, tu vois, les Sud-Africains, ils vont quand même être en grande forme. Il y aura pas de il y a pas de blessés majeurs dans le groupe quand même. Il y en a qu'un, c'est Enche. Oui, voilà, il y a qu'un Enche, mais bon, tu vois, avant la tournée. Donc pour le coup, ça donne plus de valeur à ce match quand même, je crois. Et à la performance des Bleus s'il y a victoire. Une fois qu'on a dit ça, deuxième question. Sommes-nous mieux armés qu'en 2023 c'est trippé là, non Non, mais oui, bah, c'est bien qu'il y ait eu débat. Non, mais parce qu'il y a faire comme ça juste si tu veux. Il y a plusieurs axes à aborder. Il y a les qui craquent en plateau là, ils se battent juste pour le plaisir. Il y aura le jeu à pop, l'affrontement, voilà. Paul Loïc. Je vous laisse voter dans le chat. Hein. Qu'est-ce que vous voyez gagner cette bagarre entre Paul et Loïc? Il n'y a pas débat. Non mais il y a pas débat. Messieurs, sommes-nous mieux armés qu'en 2023? Plusieurs aspects à. C'était Bernard Tapie. Regardez-toi quoi. Il est fou ce type. Le chat est avec moi, je le sais. Oui, bien sûr. Je vous tiens au courant. Non, messieurs, je repars sur ma question. Sommes-nous mieux armés qu'en 2023? Plusieurs aspects à aborder. On va faire un peu les matchs dans le match, les affrontements qu'il y aura sur toutes les lignes, en vrai, sur ce choc-là. Il y a un secteur de jeu qui a fait défaut sur le quart de finale en 2023, c'est les ballons hauts. C'est là-dessus qu'on a pris plusieurs essais, si ce n'est tous, non, 3 essais. Oh. Non, il y a l'essai de Etzebeth qui est pas sur une réception. Mais les deux autres, oui. Par rapport à cette période-là, on a appris de nos erreurs, non? De toute façon, c'est simple, le triangle d'arrière est inchangé. C'est toujours le même, c'est Bielbiarré, Penaud, Ramos. Ramos, je pense, est toujours aussi bon. Penaud, je ne sais pas s'il a vraiment progressé là-dessus. Il a d'autres points forts, on le sait, mais Bielbiarré, c'était effectivement sur lui que les Sudaf avaient tout misé. On le sait, c'est des fois un peu difficile quand il joue à l'arrière. Mais je pense qu'il a quand même progressé quand même dans ce laps de temps. Et de toute façon, l'équipe de France, cette semaine, à l'entraînement, s'il a quand même attaché un soin particulier. Oui. Parce qu'ils savent que ça peut venir de là. Après, les Sudaf ont aussi peut-être changé de stratégie avec Feinberg, Admego... Oui, celui-là, Titi Aventure. Mn Gomezoulou, pardon. Feinberg, Mn Gomezoulou. Qui... Je tenterai pas, moi je resterai sur son prénom. L'ouvreur. Le numéro 10 sud-africain. Sacha. Qui, lui, par contre, est beaucoup plus présent dans le jeu, tente beaucoup plus de choses ballon en main. Donc je me dis que les Sudaf joueront peut-être moins au pied. Fab4703, pour le C dans le chat, dit que personnellement, il trouve que l'équipe de 2023 était plus forte sur le papier que celle d'aujourd'hui. Paul, est-ce que tu partages cet avis ou non? En vrai, c'est d'un point de vue général ou parce qu'après individuellement, tu vois. D'abord d'un point de vue général. Moi, d'un point de vue général, j'ai tendance à penser que l'équipe de 2023 était meilleure. Ouais. Ok. Après, individuellement, sur le niveau, il va y avoir des contre-exemples. Tu vois, tu me prends Bielbiarré, il a changé de dimension depuis quand même entre 2023 et 2025. Tu as des joueurs comme ça, tu retrouves Ntamak, mais voilà, intrinsèquement sur l'idée générale, je trouve que l'équipe était meilleure en 2023. La première ligne était meilleure. T'avais Movaka qui était le meilleur talonneur du monde. T'avais quand même Baye, Antonio, tu vois, c'était quand même des cadors d'un point de vue international. T'avais une troisième ligne qui était hyper expérimentée et qui se connaissait parfaitement. C'est pas le cas là. Oui, mais tu vois, par exemple sur la troisième ligne, si on prend juste cet exemple-là, en 2023, en troisième ligne, par exemple, t'as un Gelon qui à ce moment-là revient de ses croisés et en termes de, tu vois, d'état de forme, qui est pas forcément aussi bon que le Gelon aujourd'hui, tu vois. Non mais oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on parle du niveau général avant de parler du niveau individuel et de faire un peu du cas par cas. En fait, il faudrait peut-être dissocier. Je pense qu'en 2023, on était plus préparé pour aller au bout et on avait une équipe qui était peut-être plus expérimentée et qui avait une plus grande connaissance du très très haut niveau
que cette année. Ok. Après, individuellement, c'est sûr que si tu me compares le Jelon de l'époque avec le Boudéan aujourd'hui, je te dis le Boudéan est meilleur que le Jelon de l'époque. Ouais, si tu me parles du... tu vois, après Guillard en ce moment, oui, il n'y a pas trop photo au niveau de sa forme. Tu vois, il est très très fort et tout, mais par contre, il a quand même eu une inexpérience du niveau international, encore. Donc à l'époque, il y avait moins de joueurs comme ça. Le seul, c'était l'OVNI, c'était Bielbiarré, quoi. C'était un peu le seul dans cette équipe-là qui était... mais bon, t'en avais un, t'avais ton OVNI et tout. Là, tu tentes quand même beaucoup de paris, je trouve, dans la composition. Paris que t'as pas trop le choix de tenter au final quand tu vois la liste des blessés, parce que pour moi l'équipe de 2023 est supérieure à celle qu'on aligne contre les Sudaf, mais par contre si on avait tous nos joueurs à disposition, je pense que celle d'aujourd'hui serait on a quasiment tous les mêmes joueurs et ils ont tous pris 2 ans d'expérience, donc oui voilà c'est ça, forcément, notamment Bielbiarré qui à l'époque était un jeune débutant et qui aujourd'hui est une arme atomique. Il faut dire ce qui est, il a roulé sur le 6 Nations, à l'époque il faisait quand même ses débuts en équipe de France, mais par contre voilà, je pense que cette équipe-là est mieux calibrée aujourd'hui pour gagner, déjà parce qu'on s'attend plus, on voit les Sudaf comme favoris. Je me souviens à l'époque on se dit bon les Sudaf ils ont perdu contre l'Iran en poule, ça va taper fort mais ça propose rien, et au final ils ont réussi à nous busquer. D'ailleurs j'ai retrouvé, je suis allé sur notre partenaire Aya pour voir un peu les stats du match de l'époque, et on a battu 33 défenseurs, eux 9. On a eu 59% de possession, 70% d'occupation. Même en défense, on est meilleur, 92% de plaquage réussi à 83. Mais le problème, c'est que t'es le porte-parole de Fabien Galtier là. Non, mais on perd d'un point. Nous dire que d'après les stats. Non, mais c'est normal que les stats parlent pour nous, parce qu'on perd d'un point et on prend 2 essais sur des réceptions de coups de pied qui demandent 0 passe, 0 défenseur battu. Oui, voilà. La France 27,83. L'Afrique du Sud 20,87. Oui, non mais d'accord, mais après c'est pour ça que je dis que l'équipe de 2023 était... Ah oui, tu penses que l'équipe de 2023 était supérieure à l'Afrique du Sud? Elle était supérieure même à celle d'aujourd'hui, mais je pense que celle d'aujourd'hui est plus calibrée pour gagner qu'à l'époque, parce que comme je dis, à l'époque on était trop préparé pour aller au bout, on s'y voyait peut-être trop. Alors est-ce que les joueurs c'était le cas, je sais pas, mais je trouve on était confiants en fait avant ce match. Au final, je me souviens, on dit bon, les Sudaf c'est vieillissant, là ça va dégager, on va faire 3 temps de jeu, ils seront lessivés. Et au final, en plus, on avait Dupont qui était blessé, quoi. Et je pense que ça a pas mal perturbé. Donc pour ça, celle d'aujourd'hui, un outsider, des mecs qui vont s'envoyer partout. Et je pense que l'Afrique du Sud est une meilleure équipe qu'il y a 2 ans, tu vois. Ah non, pour moi, l'Afrique du Sud d'aujourd'hui est bien moins bonne que celle de l'époque. Je suis pas d'accord. Pour moi, justement, avec toutes les stats que tu as rappelées, pour moi, l'Afrique du Sud est une meilleure équipe aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Je trouve une équipe plus dominante. Ils ont progressé. Alors, certes, ils ont réussi, tu vois. On disait tous après 2023 que c'était un peu la fin quand même de leur règne, avec un jeu hyper minimaliste quand même. Où, comme tu le dis, souvent en phase finale, dans les stats, ils ont souvent été derrière toutes les équipes qu'ils ont battues. Là, pour le coup, je trouve que ils sont capables de, quand ils mettent une énorme branlée à la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas photo, tu vois. Pour moi, il y a quelques années. Non, mais d'accord, mais bon, la Nouvelle-Zélande, il y a un an, si tu regardes les chiffres, ils devaient nous battre aussi, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que je trouve quand même que cette équipe a progressé dans le jeu, dans ce qu'elle propose, dans le jeu qu'elle envoie, dans le jeu notamment des 3 quarts. Ils sont toujours un peu dans l'innovation, ça fonctionne. Ils sont peut-être moins dominants par moments devant et tout, mais je trouve quand même que c'est une équipe qui est vraiment en progression et elle le montre parce qu'elle continue à régner un peu sur la concurrence. Je salue juste tous ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a encore plein de gens qui nous rejoignent et qui nous saluent. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou même à réagir à ce qu'on dit si vous pensez que l'équipe de France est mieux armée qu'en 2023. Pour moi, c'est Sudaf. Je suis d'accord avec toi qu'ils ont plutôt changé, ils essaient d'envoyer plus de jeux, c'est plus ouvert. Mais pour moi, les autres, ce 2023 étaient plus forts parce que c'était des vieux, il n'y avait que des grognards, ils voulaient se la chercher, ils ont dit on ferme le jeu, on s'en fout. Ils ont aussi fait des innovations. Oui, peut-être mentalement en fait, c'est ça. Les couleurs et tout, notamment d'Erasmus. De notre cher tweetos Johan Erasmus. Tu vois. Il y avait zéro marge. Oui, mais au final, il gagne. Oui, il gagne. C'est Sudaf-là, il fermait tout. Il y a du Vermeulen, du Mbonambi. Ouais. Et au final, ça a gagné. Donc pour moi, certes, il y avait peu de marge, mais au final, ils étaient toujours au rendez-vous, quoi. Alors qu'au final, ces Sudaf-là, on l'a vu cette année, contre l'Australie, et ça craque à domicile, alors que ça menait 28-0. Ils ont perdu en Nouvelle-Zélande, ils ont su se rattraper la semaine d'après. Pour moi, les Sudaf, c'est 095 qui dit qu'il a l'impression que l'Afrique du Sud maîtrise moins ses matchs qu'avant, qu'ils avaient peut-être plus de certitude à l'époque sur leur jeu. Je suis pas trop d'accord, justement. Je trouve qu'avant, ils avaient moins de certitude. Ils avaient des certitudes sur le combat. Et encore une fois, on compare à un tournoi qu'ils maîtrisent parfaitement.
Erasmus, il est parti avec ses guerriers pour une compétition. Ils étaient tenants du titre. Ils sont allés la chercher au courage, à la roublardise, tout ça. Là, je trouve que là, ils ont proposé autre chose. Ils ont plus de fond. Dans le rugby championship ou dans les tournées même d'été, etc. Erasmus tente des choses. Il lance des joueurs qui n'étaient pas là il y a 2 ans. Je trouve que voilà, il propose un rugby qui est un peu plus diversifié, tout en quand il y a besoin de gagner les matchs qu'il faut, ils le font, tu vois, et ils reviennent un peu à un rugby qu'ils maîtrisent et tout, mais ils s'autorisent plus de choses, tu vois, et du coup je vois cette équipe comme plus dangereuse parce que moins lisible à lire. On sait pas trop à quoi s'attendre quand on va les jouer là, tu vois, ce week-end. Moi je sais pas trop à quoi m'attendre comme une équipe. Est-ce qu'ils vont jouer beaucoup au pied? Est-ce que avec leur crack à l'ouverture, est-ce qu'ils vont beaucoup plus vouloir tenir le ballon? C'est qui leur crack? Je sais pas qui c'est, moi. Sacha. Un ami, il viendra Orlov qui l'a écrit dans le plateau, chat, c'est bien plus facile à écrire qu'à prononcer. Ouais, il viendra sur le plateau, c'est un ami. Et non, mais tu vois, je trouve que dans la préparation du match, c'est vrai que j'aurais fait partie du staff français, j'aurais eu un peu un mal de tête parce que je sais pas trop à quoi m'attendre avec cette équipe-là. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ce week-end? Je sais pas tellement. Ouais, surtout que l'Afrique du Sud est spécialiste dans ce jeu-là. Je crois que c'est Nicolas Béguet qui disait que l'année dernière, en 2023, pardon, on les attendait dans le frontal. C'est sur les ballons hauts qui nous ont pris. Et là, on les attend sous les ballons hauts et peut-être que c'est du coup ailleurs qu'ils vont nous prendre. C'est qui dit ça, Nico? Je crois que c'est Nicolas Béguet, ouais. Ouais, après Nico, oui, après ils ont pas non plus envoyé. C'est Tundal, pardon, c'est Tundal qui... Quand ils demandent de la mêlée dans leur 22 ou dans leur 40, je sais plus, ils nous attendent sur nos frontales aussi, il y a 2 ans. Quoi, tu vois. Et là, c'est la conquête. Et quand Elisabeth du coup, ils avaient de sacrées certitudes à l'époque. Sur un jeu minimaliste. Oui, alors t'as pas besoin, il suffit juste d'être en Coupe du Monde, il suffit juste d'être fort sur son point fort et ça suffit. Un mot, pardon, messieurs, je me permets d'avancer un petit peu, un mot sur l'importance des absents. Parce qu'il y en a quand même côté français, il y en a aussi côté sud-africain, on en a parlé un tout petit peu, notamment Oxenche, mais côté français, il y en a. On pense à Peato Movacar, on pense à Yoram Moefana, on pense à Antoine Dupont. Par exemple, si on prend l'exemple d'Antoine Dupont, est-ce que avoir une charnière Dupont-Jalibert de 2023 est plus ou moins gage de qualité qu'une charnière Le Garec-Ntamak ou Lucu Ntamak aujourd'hui? Est-ce qu'on y perd plus sans Antoine Dupont mais avec Ntamak ou pas, Loïc, pour toi? À l'époque, Antoine Dupont et Mathieu Jalibert avaient eu beaucoup plus de temps pour se préparer ensemble parce que déjà Ntamak qui se blesse dès le milieu de la préparation, c'était autour du 15 août contre l'Écosse. Ouais. Donc là, ils ont eu le temps de se préparer, ils avaient joué l'Australie ensemble, ils avaient eu toute la phase de poule, les entraînements, alors que là, au final, eux, ils n'ont jamais joué ensemble. Alors, ils l'ont dit hier, ils étaient en conf ensemble, ils ont dit oui, on s'est beaucoup entraîné, mais pour moi, l'entraînement, ça peut pas remplacer un match, quoi. Enfin, j'ai jamais joué à la charnière, mais alors que vous, oui. Peut-être avec votre grande expérience, vous en parlez mieux que moi. Mais je trouve qu'on a les automatismes à match, c'est quand même totalement différent sur l'entraînement. Donc pour moi, la charnière de l'époque était beaucoup mieux préparée que celle aujourd'hui. Je suis d'accord. Et puis en plus, au-delà même de la charnière, t'as pas Dupont, t'es forcément moins bon. Enfin, je vois pas. Attention, Dupont qui à l'époque. Mais alors j'entends la petite musique, moi. On en a parlé dans la rédaction. Je dis pas qu'il a pas fait un bon match. Hein. Non, mais j'entends la petite musique qui dit qu'en gros, c'était un demi Dupont il y a 2 ans et tout pour être au stade, il a eu du déchet. Il s'est frustré avec l'arbitre. Il n'a pas tout bien fait. Mais vous regardez notamment le début de match. Non, mais oui, bien sûr. Il amène deux essais. Il gagne quand même ses duels. Et puis au-delà même de sa performance, sa présence change quand même la donne chez l'adversaire, tu vois. Il y a de la crainte. J'adore Le Garec, c'est un joueur que j'adore, mais pour le coup, il n'a pas ça au niveau international. Il n'est pas aussi menaçant. Voilà, il n'est pas aussi menaçant aux yeux des adversaires. Après, le débat Jalibert-Ntamak, c'est vrai que pour le coup, Ntamak l'a retrouvé dans le plan de jeu même de Galtier et tout, c'est quand même une vraie plus-value, quoi. Et peut-être que l'association avec Le Garec peut fonctionner parce qu'on sait que quand même Ntamak aime bien avoir un demi d'ouverture, un demi de mêlée qui tente, qui propose beaucoup de choses dans son jeu, en bord de ruck, etc.
alors que Jalibert aime plus quand même un demi de mêlée gestionnaire en termes de complémentarité. Vous voyez dans le chat, il y a vraiment Iban, hâte de voir ce que juste soyez patient parce qu'il nous demande qui est-ce qu'on voit gagner. Les pronos arriveront. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va y passer. Oui, moi j'ai vraiment hâte de voir cette charnière à l'œuvre parce que déjà on est sur 2 joueurs qui sont plutôt en confiance, qui réalisent vraiment un bon début de saison. La Rochelle, le Garec c'est plutôt assez vite adapté à La Rochelle et comme tu l'as dit, ils ont quand même un style de jeu complémentaire avec le Garec qui tente pas mal de choses, mais qui en même temps, moi, le Garec je le qualifie un peu entre Dupont et Lucas, c'est-à-dire il sait des fois un peu plus être gestionnaire et des fois plus accélérer, être un peu foufou, tenter des choses. On l'a déjà vu plein de fois, des petits coups de pied même pour lui dans le jeu courant. Et Romain Tamac est aussi en forme, lui aussi peut tenter des choses. En fait, tous les deux, je pense, ils peuvent vraiment bien réguler le tempo du match en fonction de ce qu'on a besoin parce que c'est sûr, ce match-là, pour le coup, plus que sur d'autres matchs, il y aura des temps forts et des temps faibles parce que si les Sudaf nous imposent des terribles séquences, on peut vraiment être acculé chez nous. Je suis assez d'accord quand même sur le côté qu'avec Ntamak en ouvreur en 2025, c'est mieux qu'avec Jalibert en 2023 parce qu'il y avait quand même aussi tout le contexte autour de la titularisation de Jalibert en 2023. La blessure d'Ntamak a été vécue comme un cataclysme. Bon, quand tu es son concurrent direct et que tu vois tout le monde dévasté de la blessure du titulaire, tu te dis bon bah je suis pas forcément j'arrive pas forcément en terrain conquis. Donc en termes de confiance et tout ça, ça aide pas. Et c'est vrai qu'Ntamak, c'est ce qu'il dit tout le temps en conférence de presse, il a l'air quand même davantage serein et plus confiant en son jeu et en ses capacités que pouvait l'être Mathieu Jalibert. Il y avait pas tellement de débat à l'époque quand même. Après là on voit ça avec alors qu'il était déjà très fort. Alors qu'il était déjà très fort. Il était moins fort quand même. Non, il était moins fort. Il était moins fort, oui, que l'année dernière parce que voilà, l'année dernière il marchait sur l'eau. Il était déjà fort en 2023, mais dans la hiérarchie. Il y avait un petit débat, mais au final, quand tu vois la réaction de tout le monde, aussi bien les observateurs que les coéquipiers, que le staff, machin, tu te dis ah oui, ils n'ont pas vraiment confiance en moi s'ils sont aussi dévastés de voir mon concurrent direct se blesser. Donc il y a une notion de confiance qui est plus inspirante peut-être aujourd'hui avec Ntamak que pouvait l'être Jalibert en 2023. Je voulais revenir sur une des clés du match pour moi. Enfin, c'est pas la clé du match, mais ça va être un truc à regarder attentivement. Ça va être sur le jeu au pied, notamment le jeu au pied de pression et de dégagement. Bien sûr. Parce que pour moi, le Garec est en difficulté dans ce secteur-là depuis le début de la saison avec La Rochelle. Ça n'a jamais été son point fort. Hein. Ça n'a jamais été son point fort, mais pour le coup, je trouve qu'avec Dupont et Lutu, c'est sa plus grande faiblesse même. Et c'est là où il est, pour moi, vraiment, en tout cas, c'est le moins bon des trois. Et je trouve qu'il y a une marge quand même importante entre les trois. Parce que Lutu a un jeu au pied de mammouth. C'est vraiment impressionnant. Dupont est un peu au-dessus, mais quand même, Lutu est impressionnant. À voir, est-ce que Ntamak va prendre ses responsabilités? Est-ce que ça va être plutôt Ramos? Je pense pas. Je pense que ça reste la responsabilité du neuf. Dans le rugby moderne, je vois pas un seul numéro 10 qui prend les sorties de camp au pied ou même les jeux au pied de pression dans les 15 mètres proche de la ligne de touche et tout. Mais ça change beaucoup de choses quand même dans le rugby moderne parce que avoir une action à défendre sur tes 40 ou avoir une action à défendre dans le camp adverse, dans les 40 adverses ou même dans le camp pour aller récupérer des pénalités, on sait qu'un match de très très haut niveau international, ça joue souvent à ces petits trucs-là, récupérer une pénalité et tout. Voilà, ça va être important d'observer ça. Le Garec sera attendu aussi là-dessus. Justement, c'est peut-être là-dessus. Aussi, et même peut-être encore plus que sur la gestion, où même s'il fait un match discret, on va dire, où il ne fait pas d'exploit personnel, mais que par contre, il est très propre dans les sorties de camp et qu'il arrive à trouver un peu de longueur au pied, je pense qu'on sera plus satisfait que l'inverse. Est-ce que c'est pas là où on peut les surprendre, justement, au lieu d'avoir le Garec, chaque fois peut-être qu'il fait des feintes et qui envoie derrière, et Ntamak ou Ramos qui prennent le jeu au pied. Une fois ou deux après, les Springboks, ils sont pas idiots non plus. Oui, mais tu vois, on peut peut-être. Les sorties de camp, si une fois ou deux, ils voient que c'est Ntamak qui les prend, bon, au bout d'un moment, ils vont monter sur le pied droit d'Ntamak. En 2023, il a suffi de 2 coups de pied pour changer le match. Oui, si les deux sont réceptionnés comme l'ont fait les Box en 2023, oui, on sera content. Ils sont mal placés, derrière, on peut récupérer une bonne touche, tu sais. Oui, tu peux surprendre une fois ou deux, mais je pense qu'effectivement, c'est là où. Et en même temps, c'est là aussi où le fait que Lucu soit présent sur le banc permet d'être peut-être plus confiant sur une fin de match où justement tu dois occuper le camp adverse. Attention, et la présence de Ramos aussi. Et pour le coup, depuis 2023, Ramos a quand même encore plus changé de dimension. Au tournoi 2024, il a joué 10. C'était quand même moins arrivé avant la Coupe du Monde 2023 qu'il occupe ce poste-là, qu'il soit même aux yeux de Galtier numéro 2 tu vois, dans la hiérarchie. Donc là, il peut vraiment apporter aussi une autre solution tactique tu vois, pour le jeu au pied ou même dans l'animation. Oui.
On parle un petit peu des choix, voilà, sans le dire, avec du coup la titularisation de Le Garec par rapport à celle de Lucu. Il y a d'autres choix importants. Je vous propose de passer à celui de titulariser Mickaël Guillard au centre de la troisième ligne des Bleus. Il a été préféré à Grégory Aldrit. Alors il y a toute une histoire autour sur la présence non de Aldrit lors de la tournée d'été, qui a dit qu'il était chaud pour y aller. Finalement, il n'est pas allé en Nouvelle-Zélande. Donc peut-être que ça a brouillé un petit peu les relations entre le sélectionneur du 15 de France et le numéro 8 de La Rochelle. Toujours est-il que c'est Mickaël Guillard titulaire en numéro 8. Et Aldrit n'est même pas sur le banc. Là, c'est un choix très fort de Fabien Galtier. Paul, je te lance là-dessus parce que t'es le plus bouillant sur ce sujet. Donc je suis obligé de te lancer là-dessus. Il attend que ça que tu le lances là-dessus, de toute façon. En fait, dites-nous dans le chat si vous comprenez, comme ça vous pouvez répondre en même temps que Paul répond, si vous comprenez la titularisation de Mickaël Guillard et l'absence dans le groupe de Grégory Aldrit. Après, j'ai un petit peu évolué, tu vois, quand tu regardes aussi Rassi Erasmus, tu vois, Smith n'est pas dans le groupe non plus alors qu'il pouvait être disponible. Tu vois, il y a des joueurs comme ça, tu vois, il a eu une petite contusion à la main, mais il a dit qu'en fait, c'était pas ça le problème, c'est qu'il avait d'autres joueurs qui étaient devant lui. Il nous avait fait du mal en sortie de banc en 2023. Je trouve que du coup, en termes d'émotion, il faut le mettre de côté. Forcément, tu vois pas Aldrit dans le groupe, tu te dis c'est quand même un choix fort et tout. C'est clair. Moi, je ne comprends juste pas par rapport à ce qu'a fait Aldrit, etc. Mais d'un point de vue purement tactique. Je trouve que Aldrit mais aurait dû être sur le banc. Parce que je trouve que sur le banc, il y a deux deuxièmes lignes, alors qu'il y en a déjà beaucoup sur le terrain qui peuvent glisser dans ce poste de deuxième ligne en cours de match. Ce sont Radou et Taoufenu. Voilà. Aldrit est un gros porteur. En fin de match, il aurait pu faire du bien, en plus de son expérience. Tu vois, la présence d'un Gélou qui ne réalise pas. Donc, parce qu'après, vous allez me dire, Aldrit, il ne fait pas un bon début de saison. Certes, ce n'est pas le meilleur Aldrit, mais ce n'est pas non plus le meilleur Gélou. Hein. Vraiment. Hein. Donc lui il est sur le banc, je comprends pas trop non plus, tu vois, je trouve que voilà, si en troisième ligne à la place de Gégou t'aurais mis qui? Aldrit, pour le coup, Aldrit est... non, c'est pour répondre à l'argument où on va me dire Aldrit il est hors de forme, etc. Je dis d'accord. Gélou c'est pas le meilleur troisième ligne, enfin si tu prends juste des troisième lignes un peu, enfin typiquement genre Capilla est meilleur que Gélou en ce moment. Oui. Genre sur le début de saison. Donc si tu prends juste sur la forme du moment, Capilla aurait mérité d'être sur le banc à la place de Gélou, à mes yeux. Oui. Donc c'est juste que du coup, ça c'est pour contrer un peu l'argument de c'est pas le meilleur Aldrit et tout. Voilà, d'un point de vue tactique, je trouve que la présence d'un Aldrit et son expérience et ses qualités auraient fait plus de bien qu'avoir Oradoun ou Taofi Fenoua, qui est pas non plus dans la forme de sa vie, sur le banc. Oui, la solution aussi, ce que dit Lapacher 40-500, c'est Guillard est un super joueur, mais effectivement, il aurait pu être placé en numéro 5 à la place de Mafou, qui fait pas non plus un très grand début de saison, avec Mafou sur le banc et du coup Aldrit en numéro 8. Mais on repart comme au dernier tournoi. Un dispositif qui était envisageable. C'était ce qui s'est passé lors du dernier tournoi où Mafou finit sur le banc. Et Guillard est titulaire en deuxième ligne. Et il a été monstrueux d'ailleurs. Mais surtout, oui, moi, désolé, je ne vais pas créer le débat sur cette partie-là, parce que je suis plutôt d'accord avec Paul, surtout qu'on voit que les Sudaf ont fait un banc en 5-3. Donc on peut se dire qu'on n'avait pas besoin de deux deuxièmes lignes. Sur le banc, et pareil, Gégou, lui, il était primordial sur le banc lors du dernier tournoi, parce qu'on était en 6-2. Et on n'avait personne qui couvrait le poste de centre. D'ailleurs, il finit au centre contre la tête de portière sur le banc. L'Italie, je ne sais plus quel match où il finit au centre. Non, l'Irlande, non ? L'Irlande, pardon, oui, c'est ça, c'est exactement en Irlande. Et donc là, en fait, on n'a pas besoin. On a deux porteurs qui est déjà au centre. Et au pire du pire, si jamais on a un problème, on peut même faire rentrer Lucu à un 10 et Ntama qui repasse au centre. Si jamais vraiment c'est la dèche. Mais... a priori, ça voir Penaud au centre. Que j'avais pas dit cette expression, je sais pas comment elle m'est venue, mais voir Penaud au centre, mais là il faudra juste attaquer quoi. Il faudra regarder le ballon là. On joue pas au pied, on garde tout. Faut pas tenir le résultat. Il a fait un petit comeback au centre d'ailleurs face au Stade Toulousain. Ça a été un peu compliqué. Non, mais c'est pour ça, Aldrit, mais après, effectivement, peut-être qu'il voulait le sanctionner. Il parlait d'un sauteur en touche, Tonel qui dit ça. Il fallait un sauteur en touche sur le banc. Il y a Oradou.
Et du coup, t'as Fenua qui Aldrit a un impact, sachant qu'en plus, en deuxième ligne, t'as Jelon et Boudouan. Boudouan qui joue tous les matchs de deuxième ligne en ce moment avec La Rochelle. Donc, on aurait pu avoir Aldrit qui rentre sur 30 minutes. On lui dit voilà, tu joues 30 minutes, t'es pas titulaire, mais par contre, sur 30 minutes, tu te la donnes à fond. Et si tu veux récupérer, en plus, le fait de le jouer, ça peut le motiver. Dire bon, bah voilà, Guillard, lui, est en Nouvelle-Zélande, il a été très bon en Nouvelle-Zélande. Donc, si tu veux récupérer ta place, bah, montre que t'as bien sûr. Le niveau, quoi. En fait, après avoir donné tous ces arguments, je vois pas comment ce n'est pas une punition, tu vois. Ouais. Et un choix en mode tiens, voilà, peut-être on sait pas trop ce qui s'est passé l'été dernier, mais en tout cas voilà, parce que sur la forme du moment, ok, mais il y a débat sur d'autres joueurs qu'on a cités. Sur le positionnement, sur la complémentarité en cours de match, etc. C'est quand même particulier. Je ne sais pas si la question lui a été posée à Fabien Galtier. Comment est-ce qu'il l'a justifié si vous le savez. Non, j'ai pas eu le temps de lire les papiers. J'avoue, cet après-midi, il y a eu notre papier sur Rugby Arma et choix de Fabien Galtier. Si, il a dit, si. J'essaie de me rappeler ce que j'ai vu. Il a dit qu'Aldrit avait beaucoup joué, que voilà, il avait beaucoup apporté, mais qu'il sortait de beaucoup de saisons avec beaucoup de matchs et qu'en gros, c'était l'émulation. Bon voilà, il a sorti le truc un peu habituel, etc. Il a rien dit d'extraordinaire. Il a parlé d'émulation, de concurrence, de tout ça, mais pour le coup, pour moi, c'est quand même c'est difficile à justifier. Ouais, c'est difficile à justifier et on verra, mais c'est la stratégie du staff pour le coup. Il tente un coup aussi en faisant ça. J'espère que c'est tactique. J'espère que c'est pas une punition. Parce que bon, tu vois, la cour d'école là où en mode t'as pas voulu aller en Nouvelle-Zélande, du tout tu joueras pas le gros match alors que t'es revanchard de il y a 2 ans. Non, c'est non, tu vois, non. On n'est pas à un niveau où on peut se permettre ce genre de punition. Voilà. Et surtout face au Sudaf que maintenant tu les joues une fois par an, enfin voire même une fois entre deux coupes du monde. Et en fait, tu as quand même envie de te tester face à ces équipes-là parce que, à la rigueur, les équipes du Six Nations, bon, tu les rencontres chaque année, donc les Sudaf, tu les joues très rarement. En plus, tu vas plus en tourner chez eux maintenant. Donc en fait, c'est quand même un test primordial pour moi pour voir le niveau de l'équipe, malgré les nombreuses absences, comme on l'a dit, quoi. Un mot dans le chat, un mot sur Fickou, capitaine. C'est un choix qui semble plutôt logique là pour le coup, par rapport à l'expérience collective, par rapport au rôle qu'il a et même à son niveau de jeu depuis le niveau. Franchement, il a déjà fait une très bonne tournée en Nouvelle-Zélande. Là, il revient à un très bon niveau. Encore récemment, son dernier match à Toulon, je l'ai trouvé très très bon. Donc c'est tout à fait normal. En plus, c'est un leader de cette équipe. Pour le coup, on parle des fois de notre manque d'expérience. Lui, il en a énormément. Et c'est un joueur qui est apprécié par tout le groupe. Et quelqu'un de très intelligent aussi. On a eu de la chance de le recevoir. Kick-off, bien sûr. J'étais pas invité ce jour-là, mais j'avais regardé l'émission et franchement, ça m'étonne pas. Ça a l'air quelqu'un de quoi avec Fickou en invité dans le kick-off rugby. Non, j'étais pas là. Malheureusement, j'ai loupé ça. Et non, c'est humainement, on voit que c'est quelqu'un aussi de très bien et qui dans ce rôle de leader en fait a tout à fait sa place, quoi. Parce qu'il y a aussi la relation avec l'arbitre qui est importante. On l'a vu en 2023 et donc choisir un capitaine, c'est aussi choisir un relais avec l'arbitre. Et donc il parle très bien anglais. Voilà, quelqu'un qui parle très bien anglais et qui est justement assez calme et maître de ses émotions. Mais après, c'est marrant. Franchement, non, mais Fickou, capitaine, il n'y a pas de débat. Pour le coup, à partir du moment où il est pour moi sur la feuille de match dans cette équipe-là, et il devait être capitaine et ça s'impose. Mais on parlait, tu vois, des formes du moment, tu vois, du Guillard qui joue et tout. Là, au centre, il fait un bon début de saison, je suis le premier à le dire. Mais avec les talents qu'on a vus exploser depuis la reprise, c'est marrant d'avoir une paire de centres. Non, mais c'est juste. Oui, non, mais je dis pas que. Non, mais je dis pas ça. Mais je dis juste c'est un des postes où il y a eu l'éclosion des plus grands talents, tu vois. Oui, mais je trouve que la différence quand même, c'est que l'éclosion de talents au poste de numéro centre, au poste de centre, pardon, ce sont des joueurs qui ont aucune expérience au niveau international. Tu parles de Broboiry, par exemple, ou de Calvin Gourg, par exemple aussi. Gaëton qui réalise un début de saison aussi. Ce sont des joueurs qui ont énormes. Oui, mais ce sont les deux dont on parle le plus, les deux ovnis. C'est des joueurs qui n'ont aucune expérience, à la différence de Guillard qui, lui, a quand même un petit peu d'expérience au niveau international. On est sur des mecs qui partent de zéro au centre, quoi. Mais surtout pour moi, le problème de Gaëton, avec tout le respect que j'ai pour son club, c'est qu'il n'a jamais joué de match de phase finale, par exemple. Ouais. Là, c'est un match qui est au moins. Manquer de respect à Pau de dire qu'ils n'ont pas joué de phase finale. Je suis d'accord, mais c'était juste un trait d'esprit pour dire que si tu prends les top 5 des meilleurs centres depuis le début de saison, Barassi et Fickou n'en font pas partie à mes yeux. Oui, je suis d'accord. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas d'éclat. Il y est Fickou dans les centres français.
Bah, top 3, top 3, il est les 2 meilleurs centres français depuis le début de la saison. Deporter fait un meilleur début de saison à mes yeux. Gaëton, Boboiry ni Barassi. Mais au centre, au Stade Toulousain, depuis le début de la saison, Gourgue est meilleur que Barassi. Mais après, ça intervient dans une logique où effectivement, tu peux pas tout révolutionner sur un match comme celui-là. Non, mais voilà, c'était juste pour dire que des fois, tu te demandes. Après, je l'entends, il faut quand même aussi de l'expérience. Si t'en perds un peu en troisième ligne, en n'ayant pas Kroos, en n'ayant pas Aldrit, etc. Il faut quand même que tu en aies au centre du terrain. Il faut pas que ce soit tout ou rien. Surtout que là, tu joues face à 2 mecs qui certes sont un peu vieillissants, mais qui ont quand même beaucoup d'expérience. Oui. Donc là, je pense que la moindre erreur. C'est pas rigolo. Oui, non. Est-ce que vous voulez aborder un autre aspect de ce France-Afrique du Sud ou on passe au prono tranchant? Ça va être aussi intéressant quand même de voir. Ah oui, tu voulais parler de Fabien Galtier peut-être? Non, pas Fabien Galtier, mais non, mais quand même, il y en a un qui va avoir une sacrée pression aussi, c'est celui qui aura le sifflet ce week-end. Non, mais c'est vrai, mine de rien, parce que pour il met la pression, ça y est. Non, je mets pas la pression, je dis juste qu'il écoute Kick-Off Rugby. Faudrait sous-titrer en anglais quand même. T'imagines quand même être tout stylé. Oui, c'est vrai. Sur ce match, on sait que forcément les très 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 grands matchs se jouent souvent sur quelques décisions et tout. Pour le coup, même de voir comment vont se comporter les Français, est-ce qu'il va y avoir la même frustration ou pas, tu vois, moi je suis excité à l'idée de voir un peu la relation qu'il va pouvoir avoir avec les 2 équipes et tout, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir une certaine pression. Oui, il y a quand même de la pression. Il y aura la pression du Stade de France. Là, moi, je pense pas, justement. Je pense qu'il y en a rien à foutre de ce qui s'est passé en 2023. C'était pas lui, c'est un match différent. Donc, je vois pas en fait pourquoi lui se mettrait de la pression. Le public va lui mettre de la pression. Oui, voilà. Non, mais va y avoir une pression de mise, tu vois. Et c'est assez logique. Et pour le coup, ça va être intéressant de voir comment vont se comporter les Français aussi. Comment il va y avoir un jeu aussi là-dessus. Et pour le coup, on avait beaucoup parlé de l'arbitre il y a 2 ans. On espère ne pas en parler samedi soir. Ce serait dommage. Prono. Ce serait dommage. Maintenant qu'on a dit tout ça, messieurs, Paul, vas-y. Paul, je vois venir. Je vais demander à Loïc d'abord. Donnez votre prono dans le chat, évidemment. Je vais dire que je suis taquin, mais moi je vois bien le score inversé, c'est-à-dire 29-28 pour la France. Ok. C'est toi Basile en fait. Ok, Basile. T'es Basile en fait. C'est bon, je me dévoile. T'es Basile mais positif. Étaye un peu ton. Je vois quand même un match très 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 serré, avec des Sudaf qui sont toujours aussi solides, qui ont un excellent joueur à la baguette et surtout qui ont plus d'expérience que nous, donc je pense qu'ils seront peut-être mieux gérer les temps faibles, qui seront toujours aussi redoutables, mais je vois une équipe de France quand même en confiance, avec des joueurs qui seront à la portée comme Louis Bielbiarré, comme Thomas Ramos, et qui arriveront à compenser peut-être quelques erreurs naturelles que feront des joueurs qui ont pas l'habitude de ce genre de rendez-vous, comme Guillaume Cramont qui vivra sa première s'il rentre en cours de match. Je vois, comme dit tout à l'heure, une charnière plutôt performante et quand même des mecs solides devant. Je pense que la 3e ligne sera quand même très très forte pour les Bleus notamment. Vas-y Théo, moi franchement je sais pas vraiment. Non, moi je pense que oui, mais comme nous tous sur ce plateau. Non mais là non, moi c'est vraiment dur. Je vois une victoire de l'équipe de France portée par le public, avec effectivement l'esprit de revanche qui va apporter quelque chose en plus par rapport au quart de finale. Pendant le quart de finale, il y avait peut-être trop de confiance côté bleu, ça a pu jouer des tours, le fait de douter comme ça, on n'était pas forcément habitué à ce point-là et on n'a pas su réagir. Je pense que là l'excès de confiance contre l'Afrique du Sud, avec ce qu'ont montré les Springboks depuis le début de la saison, il n'y sera pas et je pense que par rapport à ça, par rapport aussi à ce que représente ce match, on en a beaucoup parlé, je pense que l'équipe de France sera vraiment plus motivée que l'Afrique du Sud. Et je pense que c'est ça qui fera la différence. Là où en 2023, l'équipe de France était extrêmement motivée, évidemment, mais l'Afrique du Sud tout autant. Je pense que là, la dimension particulière de ce match pour les Bleus pourra faire la différence sur un match où il y a autant d'intensité, d'agressivité, et ça va se jouer. Tu vois de l'émotion et tu vois que l'émotion va favoriser celle qui en a le plus que plutôt celle qui en a le moins. Tu peux le voir dans le sens inverse, que l'émotion bride un peu les Bleus, quoi. Parce que, tu vois, Erasmus a parlé beaucoup d'émotions dans ses comptes. Il veut jouer là-dessus. Il veut jouer là-dessus aussi le 3e. Je pense que ça va être sur.
Comment ? Visé aussi, 3e du Sudaf a dit en conf cette semaine que les Français voudront leur revanche, qu'ils avaient beaucoup d'émotions, qu'ils s'en foutaient. Ouais, mais je pense pas que ce soit. Je pense qu'on est quand même à un niveau où je pense pas que. En fait, je pense que les deux équipes sont vraiment très très proches dans cette physionomie-là, c'est-à-dire un match en France, etc. Je dis pas c'est le match en Afrique du Sud, mais un match en France à ce moment-là, etc. Je pense que le niveau des deux équipes est tellement si proche que la différence se fera peut-être sur la volonté de vouloir faire le mètre de plus, de vouloir gagner le duel en plus, de vouloir aller à ce km/h plus vite que son adversaire direct. Tu vois, toutes ces petites choses-là. J'entends. Paul. Vous savez, depuis quand on n'a pas battu l'Afrique du Sud au Stade de France ? 2005. J'ai lu ton excellent papier. Excellent, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que l'Afrique du Sud a des stats complètement folles au Stade de France. 13 matchs, 10 victoires. Après avoir dit ça, ils sont double champions du monde. Ils ont 9 titulaires du dernier mondial sur le terrain. Ils ont plus de certitude. Ils ont joué ensemble il n'y a pas longtemps, alors que nous, c'était une équipe différente et ça remonte à quelques mois maintenant. On n'a pas eu de match pour se tester avant. C'est un one shot. Donc tout devrait me dire, enfin tout devrait en fait me faire dire que l'Afrique du Sud va l'emporter, mais comme il y a 2 ans c'était tout l'inverse et j'avais dit la France, et du coup c'est l'inverse qui s'est passé. Là je pense que la France va l'emporter. Qu'est-ce qui te fait changer d'avis du coup entre ce que disent les chiffres et ce que te dit là le cœur visiblement ? Voilà, c'est le cœur, parce qu'en vrai si c'est la tête, je dirais vraiment l'Afrique du Sud. Pour moi ils sont meilleurs et ils ont plus de certitude. Mais comme tu l'as un peu dit, ce côté un peu à domicile et le fait que j'espère que comme il y a quand même des nouveaux joueurs qui n'ont pas vécu ça, ils vont être transcendés, ils vont pas jouer avec le frein à main, ils vont vouloir montrer. Je pense qu'on a tout pour faire un exploit, parce que pour moi ça serait vraiment un exploit de s'imposer pour le coup. Donc, je pêle-mêle dans le chat, on a du 25-20 pour Nicolas Béguet, on a du Lapacher qui dit 19-27. Les box de 12 points pour Tazar l'insolent, Kigali 66 qui voit les Springboks l'emporter 31-15. On n'est pas hyper confiant dans le chat. Non, mais après moi en vrai franchement c'est la sagesse. Là j'ai changé, mais ça, pour le coup la tête dit vraiment que l'Afrique du Sud pour moi quand même semble un peu au-dessus quoi. Tazar l'insolent, bonne analyse Théo, tu m'as presque convaincu. Bah écoute. Ouais. Non mais c'est vrai, moi aussi tu m'as presque convaincu. Parce que moi j'allais vraiment dire l'Afrique du Sud et au final le cœur, je vais être porte-parole du 15 de France. T'es allé chercher un peu, tu vois, la petite larme. Tu devrais faire la remise des maillots. Mon rêve, absolu. Après avoir dit tout ça, on est complet sur ce France-Afrique du Sud. Je vous propose de passer au jeu pour faire redescendre un petit peu la pression. Et après, on évoquera les actus en mêlée rapidement et puis les autres matchs du week-end. On passe au jeu juste après ce jingle. Messieurs, pardon, parce qu'en fait, je regarde les commentaires sur le live en même temps, et du coup, j'étais affiché sur. Je me fiais au chat. C'est le seul homme en différé en direct. Ah ouais, c'est énorme. Messieurs, le jeu, je vous ai concocté un petit jeu qui s'appelle Connaissez-vous le jargon rugby ? Alors, je vais vous donner un terme rugbystique, et l'idée, c'est de me trouver le plus de synonymes possible. Pour dire. On est ensemble ou contre ? On est ensemble. Non, vous êtes contre en principe, mais la liste n'est pas exhaustive. Il y en a d'autres, mais des expressions qui peuvent aussi être utilisées pour donner, pour appeler cet objet-là qui est lié au rugby. Par exemple, ballon de rugby, on peut aussi l'appeler le cuir. La gonfle. Cuir, voilà. Pardon ? La gonfle. Oui, voilà, on peut aussi l'appeler la gonfle. On peut aussi l'appeler la balle ovale. La balle ovale, ça marche. C'est mon arbitre, je choisis de valider. Oui. Ah mais on joue là au Sénégal. Oui, on joue. Ah mais le jeu a commencé. Mais l'émission a commencé. T'as dit quoi comme terme de base ? Ah bah non, c'est ballon de rugby le terme de base. Si vous trouvez des synonymes de ballon de rugby dans le chat, n'hésitez pas. Après avoir ce qu'on a dit. J'avoue là. J'en ai noté 2 autres. 2 autres, ah ouais. Il y en a un dans le chat qui est parmi ceux que j'ai notés qui est très technique. Je pense que vous l'avez pas. La bushig. Oh yeah. J'ai jamais entendu ce terme. Je le connaissais pas non plus, c'est Cédric Catala qui me l'a donné et c'est Tundal dans le chat qui le dit. Bravo. Il y a le citron aussi, visiblement.
Le citron. Le citron. Il faut être créatif après, parce que je suis arbitre. Si vous me trouvez des trucs qui me plaisent. Le citron, c'est le truc jamais. C'est bien. Que tu prends à la mi-temps et que tu manges. C'est bien argumenté. C'est une expression que t'aimais bien, ça. Le sac à main de votre mère. J'ai remarqué que c'était une expression que t'aimais bien. C'est pas après les citrons. C'est pas celle que j'utilise le plus, mais ça peut m'arriver en effet quand je suis. Le sac à main de votre mère, ça vous va pas comme comparaison pour le. Non, mais là, t'as complètement inventé quoi. La PS5 aussi, on peut dire. De quoi? Je sais pas, on peut dire n'importe quoi. Non, mais parce que les clés de la voiture, les clés de la voiture, ça marche. Les coachs disent qu'il faut faire attention au ballon, c'est comme le sac à main de votre mère, etc. Il faut le. Non, mais coach m'ont jamais dit ça. Non, jamais. Bon, bah très bien. Tes coach. Il y a une réponse dans le chat qui correspond à la deuxième catégorie. Non, mais c'est la deuxième catégorie. Des termes qui peuvent être employés dans une bagarre générale. Il y en a un paquet. Il y a qui commence la marmite qui a été. Voilà, si vous avez d'autres expressions de ce genre. Bah, des gifles déjà. Des gifles, oui, ça marche. La pancarte. La pancarte, ça marche aussi. Des mornifles. Mornifles, ça marche. J'allais le dire. C'est con ce jeu. Oui. Pardon, mais. Nicolas Béguet qui en a un. Il y a Loïc Dems, coup de tronche, ça peut marcher. Des marrons. Ah putain. Les marrons, ça marche aussi. Ils sont inspirés dans le chat là-dessus pour le coup. Troisième ligne, toi. Ah bah, quand t'allais jouer chez les Varois ou chez les Catalans, je peux te dire que l'issue du match, quand t'allais jouer à la Valette. Parce que là, on est vraiment sur les coups. Mais non, tu peux partir sur pour une expression. L'échappade. L'échappade. Bon, il y en a toujours qui s'échappent, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est une expression pour dire par exemple bagarre générale. Ah putain, il y a une prune. Ah non, on est vraiment sur les coups, quoi, en fait. Il y a une coup de poing. Non, soupe de phalange, par exemple. Il y a le soupe de phalange. Il y a la main plate aussi. La main plate, ouais. La nuquette. La nuquette, ça peut marcher. Bourre-pif aussi dans le chat. Très bien joué. Châtaigne. Mais ah non, t'as dit marron. Putain, les deux, ça. C'est la saison en plus. C'est la saison, ouais. La saison des châtaignes. Ils sont bons. C'est même l'expression. Ils sont bons dans le chat, ils ont été très inspirés pour Vas-y, il y en a d'autres catégorie-là. Il y a fourchette, il y a la poêlée de Chipiron. La boîte à gifle, on a dit que gifle. La boîte à gifle. La castagne. La castagne. Bien sûr. Non, ils ont été bons. Ils sont meilleurs que nous. Autre dernière catégorie pour évoquer un gros plaquage. Facile, le premier, le caramel. Tampon. Tampon, caramel. La cartouche. Oui. Ils vont en citer plein, ils sont trop forts dans le chat. Oui, il y en a un qui est un bouchon. Ah oui, le bouchon. Oui. Attends, j'essaie de. Arrêt buffet. L'arrêt buffet, évidemment. J'ai cherché. C'était dans le chat. Dans quel jeu de rugby déjà? Parce que j'essaie de me souvenir Thomas Lombard qui dit c'est un arrêt buffet. Oui, je pense. Oui. Dans le sens inverse, le cul. Le cube, on peut le tube, pardon. Le tube, oui, c'est un. J'ai lu. La cathédrale. La cathédrale. Le ouh. Si ça fonctionne. Les tribunes là, tu vois. L'attentat, la mise sur orbite. La mise sur orbite. Tu dois bien écrire dans tes papiers et il a ses nains. Ouh. C'est ça. Terrible. Le mur, le platane. Platane. Non, mais c'est bien, en tout cas. C'est des jeux qui inspirent, en tout cas, dans le chat. C'est peut-être plus que sur le plateau, mais ils sont très bons. Mais non, mais c'est plus dur. La cravate, le mur. Non, mais oui, évidemment, c'est plus dur avec la pression. Avec la pression du jeu. Après, la cravate, oui. Tu dis souvent la cravate. Oui, le mini-cravate. C'est un type de plaquage, quoi. La cravate, c'est pas. Alors, un tampon. C'est un gros plaquage. Voilà, c'était un jeu comme ça que j'ai proposé. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. T'es fort, t'as beaucoup d'imagination. Ouais, je sais pas, mais. T'es allé chercher le long. Il n'y aura pas de gagnant sur ce jeu parce que personne n'a compté les points. Évidemment. Non, c'est vrai. Mais... le chat a gagné. C'est le chat qui a gagné. Voilà. Une cartouche aussi, bien sûr. Je l'ai dit ça. Pardon. En plus, il nous enlève des points. J'ai pas compté mes points, mais. T'en as pas dit beaucoup, mais celui-là, tu l'as dit. Messieurs, un petit passage vers les actus en mêlée. On en a une cette semaine. C'est pas le moment le plus fort de l'émission. C'est pas le moment le plus fort de l'émission, mais il faut qu'on en parle juste après ce petit jingle. Une actu en mêlée, principalement, parce qu'on n'en a pas parlé dans nos différentes émissions. Je l'ai dit en tout début de direct. Antoine Dupont, qui a prolongé jusqu'en 2031 au stade toulousain. Je voulais vous poser la question à vous dans le chat et à vous en plateau, messieurs. Est-ce que vous trouvez que le stade toulousain prend un risque en prolongeant Antoine Dupont jusqu'en 2031 ? C'est-à-dire qu'à la fin de son contrat, il aura 35 ans. La prolongation aujourd'hui, c'est-à-dire c'est sur des montants de son niveau réel du jour.
encore qu'on ne connaît pas vraiment son niveau réel sur les terrains, puisqu'il sort d'une rupture de ligament croisé. Est-ce que vous trouvez que c'est risqué pour le Stade Toulousain ? Non. Non ? Bon, non, pas du tout. Risqué, d'un point de vue sportif, peut-être que sur ces 2 dernières années, il sera peut-être moins dominant, mais c'est quand même un joueur qui a montré qu'il savait s'adapter et qui savait aussi faire évoluer son jeu, donc je vois pas pourquoi il le ferait pas évoluer. Tu vois, dans d'autres sports, ça me fait marrer. Moi, quand j'entendais il y a quelques années Léo Messi qui allait arrêter sa carrière à 30 ans parce qu'il avait un jeu qui était hyper. Il se faisait tacler beaucoup et tout. Bon, il a 40 ans bientôt, il joue toujours. Bon, voilà. Non, pour moi, c'est pas risqué. Surtout qu'en plus, il apporte tellement plus qu'un simple joueur de rugby. Tu vois, il a un rayonnement mondial, il développe la marque du Stade Toulousain partout dans le monde. Peut-être que sur la fin, il sera aussi dans une mission peut-être plus connecté, dans une transmission, peut-être plus se connecter avec le staff du futur, etc. Donc non, et puis il restera, après s'il devient champion du monde, et on l'espère tous, il deviendra encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc d'un point de vue sportif, peut-être sur sa fin de contrat, et encore, parce qu'il aura l'intelligence, je pense aussi, d'être dans la transmission. Ouais, parce que ce que dit Jalard, justement, c'est que le seul risque qu'il voit, c'est que ça étouffe la concurrence des jeunes et la relève. Le joueur en lui-même restera performant. On a vu qu'au Stade Toulousain, les jeunes, ils jouent quoi qu'il arrive. Avec un joueur de ce niveau-là, et avec tout ce qu'il représente, Antoine Dupont, sur les matchs importants, sur tout ça, ça laisse pas beaucoup de place à la relève. Ouais, mais on le sait, déjà rien qu'avec les doublons, Antoine Dupont est en équipe de France, déjà rien que ça laisse un jeune moyen de s'exprimer. On a vu que Toulouse fait quand même beaucoup tourner, donc chaque fois ils sont champions avec au moins 50 joueurs, donc s'il y a un jeune qui vraiment est fort, il aura du temps de jeu à un moment donné dans la saison. Oui, mais alors ça, ça a ses limites parce que au poste de numéro 9, pour moi, jouer les doublons, etc. Si ton numéro 2, il faut que ce soit quelqu'un qui accepte qu'il est numéro 2. Pas forcément un jeune, en fait. Parce que le jeune, on a eu l'exemple avec Martin Pagerello, par exemple, quand il était jeune, il acceptait d'être numéro 2, mais au moment où le mec il veut évoluer et tout, il ne se satisfait plus d'être un joueur de doublon. C'est le cas de plein de joueurs au Stade Toulousain qui arrivent vers 25-26 ans, qui voient qu'ils n'arrivent pas à passer le cut et à être titulaires sur les matchs de phase finale. Bon, ils en ont marre qu'on leur dise vous allez avoir votre chance pendant les doublons. À 26 ans, 27 ans, t'es plus ce genre de joueur-là. Contre-exemple, Movaka Marchand. Mais parce que c'est un poste où tu joues 50-50. Numéro 9, tu rentreras pas à la 45e. Si tu as un 9 qui est vraiment fort derrière, il n'y a pas de raison que Dupont il joue 75 minutes. Oui, mais c'est beaucoup plus rare sur le poste de numéro 9 ou même de numéro 10 que sur un poste de talonneur. Sur les postes d'avant. Mais ce qui est vrai, c'est que quand même de tous les tracks, tous sports confondus, quand on a un qui reste, tu vois, et qui va vraiment au bout du bout, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir tout de suite derrière l'équivalent à son poste, tu vois. Mais peut-être que le Stade Toulousain a dû faire quand même une liste de pour et de contre, et je pense que le fait de garder Dupont jusqu'à la fin de sa carrière, c'est plus important pour ce que ça représente. Et puis même d'un point de vue sportif, tu vois, un Dupont, on l'a dit assez, t'en as pas toutes les générations, tu vois. Donc rien ne dit que un jeune va devenir aussi fort que Dupont, tu vois. Non, il y a peu de chance. Mais pas qu'au Stade Toulousain, même dans tout un autre Français, tu vois, qui jouerait ailleurs. Après aussi, je pense que c'est quand même un club qui est intelligent. Dupont sera géré encore plus peut-être dans le futur, et lui aussi est intelligent. Donc pour le coup, peut-être que lui aussi comprendra à un moment donné par lui-même que si un jour il a plus le niveau, il comprendra par lui-même qu'il a plus le niveau et qu'il doit se mettre aussi en retrait, tu vois. Oui, ça va être intéressant de voir sur la fin. Je pense que c'est... Mais ça soulève globalement quand même la question pour Toulouse, qui va commencer à se poser de la gestion de ces cadres qui ont tout gagné et qui vont arriver tranquillement vers le crépuscule de leur carrière, quoi. Bon, pas tout de suite, mais quand même, tu vois. Comment ils vont tous être gérés. Dupont, c'est un cas à part, mais quand même, tu vois, tous les autres, ils ont plus 22 ans. Donc ça soulève quand même c'est intéressant c'est intéressant, oui, de voir la transition la transition, tu vois, quand la transition après avec les Marchands, tu vois, les Ramos, mais tu vois, c'est la transition alors Cross, tu vois. Oui, mais la transition par exemple avec Cross par exemple, puisque tu le cites, Marchand, Ramos dans une moindre mesure, mais en tout cas Ramos, pas tout jeune, il a la trentaine, je crois. Oui, non, mais il fait partie de cette génération-là. Mais ce que je veux te dire, c'est que la transition avec justement Cross, avec Marchand, Movaka, même avec Baye, Aldeguerri, elle a déjà été entamée.
Celle de Dupont, pas du tout, parce qu'il est tellement fort quand il joue que tu peux après... pas l'entamer déjà. Mais celle de Dupont, il va falloir l'entamer à un moment donné, sans doute, si tu veux pas te retrouver en 2031 avec un joueur qui a joué que des matchs de doublon ou alors 10 minutes en fin de match, quoi, tu vois. Ça manquait de respect aux autres 9. Il n'y a personne aussi qui est venu au moins chercher chez les jeunes cette place de numéro 2 pour l'instant occupée par Paul Grau. Alors chez les troisième lignes, on a vu qu'il y avait une certaine émulation. On voit beaucoup de jeunes qui sortent. Léo Banos qui est très très fort et même derrière des Brennan qui se sont affirmés. Au talon, pareil, on a vu Lacombe, il a eu quelques minutes de jeu. Il suffit de ça pour profiter. Même à l'arrière, tu vois, Thomas Ramos, il n'y a encore personne qui est à l'arrière. Il y a eu aucun jeune parce qu'en même temps, normal, sur une génération, tu vas pas avoir 15 mecs qui sortent. Un coup, une génération, ça va être 2005, ça va être peut-être les centres et deuxième ligne, et 2006, ça va être d'autres postes, 2007. Donc peut-être que dans 2-3 ans, on aura un 9 qui cassera tout et qui prendra sa place. Mais pour l'instant, en tout cas, au-delà du Stade Toulousain, c'est quand même le cas de pas mal de clubs. Je trouve que c'est plus facile quand tu es jeune de brouiller les pistes et en tout cas d'entrer dans cette concurrence quand tu joues à des postes arrière, tu vois. Tu vois, je trouve que c'est plus difficile quand tu joues numéro 15, quand tu joues numéro 9, quand tu joues numéro 10, tu vois, d'aller chercher la hiérarchie, d'aller concurrencer les mecs qui sont en place et tout. Alors que quand tu es troisième ligne, ça se fait progressivement. Tu vois, voilà, déjà ils sont 3, il y en a qui sont blessés. Enfin, tu vois, je trouve que c'est vrai, c'est dur d'aller chercher un Ramos là, c'est dur d'aller chercher un Dupont, c'est dur d'aller chercher. Il y a moins de partage de temps de jeu. Il y a moins de partage de temps de jeu sur les postes comme celui-là qu'en troisième ligne ou même devant. Mais tu vois, le côté d'être accepté d'être le numéro 2, encore une fois, ça va un temps. C'est comme Bézi qui a fini par partir. C'est aussi pour ça que Cramon, il a atteint un niveau où accepter d'être le numéro 2 ou 3 derrière Marchand et Movaca, ça va un temps aussi. Et peut-être qu'il aura envie de partir. Et Lacombe, on verra si le problème se pose d'ici quelques années. Mais ces postes-là, il faut arriver justement à gérer cette transition pour avoir un joueur en sortie de Dupont qui a le niveau d'un numéro 1, numéro 9 au Stade Toulousain. Mais voilà, mais après pour finir et pour rester vraiment sur Dupont, je pense qu'ils ont fait le pour et le contre et du coup ils se sont dit c'est catastrophique si Dupont termine sa carrière ailleurs qu'au Stade Toulousain. Oui, c'est clair. Là, il y avait eu le papier où il pourrait aller à Biarritz, enfin tu vois, des trucs comme ça pour énormément d'argent. C'est juste Biarritz avait pensé. Le Biarritz qui a dit moi j'aimerais bien voir Dupont. Je pense que tous les clubs le disent, moi aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que en termes d'image et de ce que ça représente effectivement. Après. Encore une fois, il y a des contre-exemples. Enfin, tu vois, je pense encore au foot, tu vois, par exemple. Mais le Real, quand il laisse partir Ronaldo, était quand même encore à son prime, en disant l'institution est plus forte. Là, il demandait un peu trop. C'est bon. Nous, on était là avant toi et après toi. Voilà, tu vois. Il y a des contre-exemples parmi les grands clubs et des légendes du jeu, tu vois. C'est pas. Mais par exemple, le Barça a quand même eu pas mal de difficultés à faire oublier Messi, tu vois, quand même. N'empêche que ça aurait été drôle si Antoine Dupont 2029, Jackie Lorenzetti il craque, il propose 3 millions par an, il signe au Racing, ça aurait été un séisme dans le rugby français. 90% du salarié cap sur Antoine Dupont à côté de Dupont à la défense arena tous les week-ends. Non, mais tu vois, il aurait fait ça, Dupont, j'aurais été un peu plus inquiet pour la fin de sa carrière, tu vois. Parce que je pense que en restant à Toulouse et avec quand même la réussite de ce club et même tout ce que représente ce club, c'est plus facile de durer. Alors il serait mis en danger, on n'aurait pas pu dire l'inverse. Pour le coup, il serait vraiment mis en danger. Et mais je pense que c'est pas forcément une prise de risque. Enfin, il va falloir gérer en tout cas ce cas-là parce que c'est un cas particulier à un poste particulier. Mais vous auriez pas aimé le voir avec un autre maillot? Bon, toi, à titre personnel, non, pas forcément. Mais tu vois, mais c'est pareil. Un mec comme ça qui représente tellement pour un club, tu peux te dire j'aurais bien aimé voir s'il va gagner avec un autre club, s'il fait gagner un autre club, tu vois. Il n'y a pas que Dupont qui fait gagner. Non, mais moi, ça paraît. En fait, alors, en tant que Toulousain, ça paraît surréaliste de voir Dupont avec un autre maillot. Mais comme ça paraissait surréaliste de voir, j'en sais rien, Urda Pileta avec un autre maillot, même si bon, il était à Oyonnax avant, Clair. mais. Vincent tout le monde oublie, mais il a joué à Toulon. Vincent Clerc qui part à Toulon, ou même Morgan Parra, tu vois, qui part au Stade Français. Enfin, il y a eu quelques exemples comme ça, et c'est vrai que pour l'image, j'aurais aimé voir cette folie que de voir Dupont avec un autre maillot que le Stade Toulousain en fin de carrière, tu vois. Ouais, mais là, pas fin de carrière. Non, à la rigueur, s'il doit se challenger, c'est avant, parce que si c'est pour faire le mort-vivant dans je sais pas quel club.
c'est un peu dommage, je pense. Alors que s'il était parti, tu vois, à 31 ans avec un challenge, là, ça aurait pu être. Il y a vraiment le débat, je intéressant de crois, voir. entre être une légende absolue, tu vois, d'être après, il était à Castres, etc. avant, tu vois, il faut pas oublier son passage à Castres, bien mais sûr. quand même presque l'homme d'un club et tout. Ou alors te mettre en danger en faisant gagner, tu vois. T'as Dortoir qui dit Antonio hors du Stade Rochelet, par exemple. Ouais, Antonio, Antonio non. avec le maillot de Bayonne. Non, je peux pas imaginer, tu vois. Et voilà. C'est. Mais pour le coup, mais après c'est différent. Mais tu vois, Dupont, c'est un factory, tu vois. Donc le mec fait gagner cette équipe. Ça aurait été vraiment sympa quand même de voir s'il était capable à lui tout seul de faire gagner un club qui a moins l'habitude de gagner, tu vois. Après, ça aurait été marrant. si Antoine Dupont avait vraiment du courage, ce qu'il ferait, c'est découpé, c'est sur les réseaux Ah sociaux demain. J'assume mes propos jusqu'au bout. C'est dans, je sais pas, genre en 2029. Il quitte, il va à Auch avec tout l'argent qu'il a, il monte une équipe, il les fait remonter en top 14. Parce qu'en plus, Dupont, déjà il sera fort. En plus, la Nationale 2, c'est quand même pas un gros niveau, il sera préservé pour l'équipe de France, un peu comme ce qu'il joue au Japon. Il fait remonter l'équipe, il y a un projet de cœur. En plus, il y a Dupont, il va attirer tous les sponsors, tous ils vont venir à Auch, ils pourront même rénover le stade de 25 000 personnes. Il sera pas tout seul, peut-être qu'il y aura un petit appel Gelon, à Anthony, à Greg, à Bourgaritz, à Graou qui va venir aussi. Ouais. Bah oui, voilà. Du coup, oui. Non, mais c'est vrai que ce serait. T'imagines le retour. Voilà, et la finale Toulouse-Auch. Faudra être là, je vous le dis. Faudra être là. Oui, c'est vrai que ça manque de courage. Ça serait football. Pour qui finale Toulouse-Auch? Bah, Toulouse, je suis pas supporter de Dupont, je suis supporter de Toulouse avant d'être supporter de Dupont, moi. Quand même. Non, je suis pas supporter de Messi, on est supporter du Barça. Paul Arnaud. L'institution d'abord. Les joueurs passent, les supporters restent. Ce ne sont que des mousses. L'insultera alors du coup si jamais J'insulte pas mes adversaires à titre personnel. Mais après, Toulouse, toi, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais moi, j'insulte. Genre, il tue ton meilleur joueur, etc. Il est infect sur le terrain. Je suis plus dans le respect. Ah ouais. Il m'a reconnaissé, il fait ça, Hugo Mola. Ouais. Oh les gars, le rugby fiction là, on est en plein dedans. Ça serait du rugby manager là, mais ça serait fou de faire ça dans la vraie vie. Petite déclat avant, depuis mon départ, je trouve que Toulouse progresse pas tellement. J'ai retrouvé alors le que sourire. Auch a progressé. J'ai retrouvé le sourire. Depuis que je suis retourné à Auch, j'ai retrouvé le plaisir de jouer au rugby. Ouais, magnifique. Le Gers devient the place to be. Il y a des médias qui viennent de n'importe où. Des grosses entreprises. C'est bon, Loïc. Apple, ils ont siège à Auch. C'est un film. C'est un bon scénario. T'es inspiré. Vends-le à Netflix. Messieurs, est-ce qu'on fait un petit passage par les pronos avant de clôturer cette émission? Oui. Un petit passage vers Toulon-La Rochelle et puis on va se dire au revoir. Après ce jingle, pardon, Achraf. Oui, non mais c'est surtout qu'Achraf il est pas très autonome. Voilà, il faut lui lancer les jingles, voilà, pour qu'il comprenne qu'il faut mettre le jingle. Voilà, de lui-même, il le comprend pas forcément. Avec le H, je te soutiens moi. J'ai même pas rigolé. Force avec le H. Bon, pardon, on prend un peu de sérieux là, on est en train de partir en cacahuète. Monsieur, top 14, ce week-end, Toulon, La Rochelle, match en retard de la 3e journée qui a été reporté pour cause d'intempéries. Alors ça a fait pas mal parler. Renaud Gara n'était pas ravi d'avoir ce déplacement, sachant que tous les autres clubs du top 14 sont en vacances. C'est pas le cas pour les Rochelais, donc qui vont devoir se farcir un déplacement à Toulon. Sans les internationaux. Sans Aldrit qui n'est pas titulaire, mais qui est réserviste, donc qui est quand même dans le groupe. Alors qu'Olivon va pouvoir jouer. Il doit être colère, Ronan. Évidemment qu'il est colère. Un prono sur cette rencontre, Paul Arnoux. Bon, je pense que Toulon, pour le coup... Non mais le prono, pardon. Non, le prono, c'est est-ce que La Rochelle va d'abord disputer ce match? Oui, forcément. Pour le coup, tu joues pour un maillot, tu vois. C'est vrai que c'est pas, tu représentes un maillot, etc. Et tu saignes pour le maillot, tu donnes tout pour le maillot. Donc franchement, ça serait un petit peu ironique. Pour le coup, ça serait les monteux qui jouent pas, quoi. Oui. Même si je suis plutôt d'accord avec O'Gara sur le fond. Que La Rochelle est plutôt lésée sur le coup. Surtout en plus ils n'ont pas Aldrit alors qu'il aurait peut-être pu jouer. En tout cas Toulon même au complet. Bourgarit aussi qui est ouais mais blessé. Bourga il est blessé encore. Ah non c'est Lamotte pardon qui est numéro 3 qui est dans le groupe de réservistes, pardon. Mais bon pour le coup Toulon quand même a beaucoup plus de certitude même au complet depuis le début de saison. Là ils ont quand même une équipe
qui est hyper compétitive. Ils n'ont pas tellement d'absents. Donc je vois Toulon avec une belle marge d'avance. Loïc, difficile de pronostiquer autre chose que ça en fait. 25-0, La Rochelle qui part en reste à la vacances. maison. Après, sur tapis vert. Après, quand même, les Rochelais ont l'habitude de faire des belles perfs à Mayol. Et notamment, ils sont capables. La Rochelle, c'est la dernière équipe qui avait battu Toulon à Mayol. Voilà. C'était lors du barrage 2024. Mais tu vois, parce que quand Toulouse gagne, c'est au Vélodrome. Alors en top 14, pardon, je voulais dire en top 14, oui. Parce qu'il y a eu que Toulouse justement quart de finale de Champions et gagne Cup, un Champions Cup. Non, mais pour le coup, La Rochelle se déplace plutôt bien à Mayol. Je serais pas étonné de voir quand même une bonne perf des Rochelais. Tu vois, justement, ils ont dû être pas mal là-dessus cette semaine, travailler sur un peu le côté seul contre tous et tout. Bon, voilà, partir un peu, personne nous attend et on peut faire peut-être un petit truc. Ça va être des jeunes quand et même. tout. Oui, non, mais ils vont peut-être, je pense, faire une bonne perf, tu vois. Mais bon, Toulon, normalement, devrait quand même gagner. Quoi. Non, je rassure Titou SN9 qui dit qu'il vient d'arriver sur le live. Il pensait apprendre que La Rochelle déclarait forfait. Ah non, non, rassure-toi, c'est Ogara qui a fait une blague en conférence de presse après. pas tellement une blague. Il avait pas l'air de trop rigoler. Il joue avec les médias. Oui, voilà. Non, il a laissé planer le doute. Il a fait passer le message, voilà, comme quoi décaler ce match pendant la tournée du 15 de France était plus ou moins un scandale, quoi. Alors j'ai parlé de ça justement avec nos confrères qui est à Toulon, lui, tout le reste du temps. Je lui dis c'est vrai est-ce qu'ils auraient pas pu jouer le lundi. Il m'a dit non, parce que la pelouse était absolument pas praticable le lundi, et c'est vrai qu'autour il y a très peu de stades stade de repli. En fait, Toulon aurait été, c'est vrai, vachement perdant au niveau économie, parce Aix-en-Provence c'est très très loin, parce que pour le coup je crois pas que ce soit très loin, mais après, bon, oui, mais niveau billetterie, t'y perds en fait. Et Toulon aurait perdu, Canal+ aurait perdu. Donc malheureusement pour les Rochelais, qui, je suis d'accord, ont le droit de râler parce que ils perdent une semaine de vacances, mais malheureusement pour eux, ce sont les finances qui régissent. Il n'y avait pas trop de solutions politiques. Oui, non, mais d'accord, mais les délocalisations, ça arrange quand on veut, quoi. Quand ils délocalisent à Marseille, ça pose problème à personne. Là, pour le coup, le lundi, il y avait un match de football au Vélodrome. Non, mais je dis pas ça, mais c'est immense qui jouent l'un après. Ils ont l'habitude de délocaliser Toulon, tu vois. Je pense que après, je suis d'accord, ça aurait été compliqué. Mais tu les prévois, là c'était. Non, mais là c'était un repli de dernière minute avec effectivement toute la billetterie à refaire parce que t'as pas les mêmes capacités, t'as pas les mêmes places, etc. Donc c'était peut-être en termes de logistique mais bon, compliqué. Pour le coup, c'est vrai. Il y a pas tellement de, tu vois, La Rochelle est pour le coup. Non, mais La Rochelle est lésée, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres solutions c'est pas certain. Oui. C'est ça le. Ils ont pas de dédommagement non plus, tu vois, tu vois, pour le coup, on pourrait voir ça, et en plus tu vois, le sélectionneur n'a pas relâché personne. Le sélectionneur, ancien entraîneur de Toulon, voilà, c'est un complot. C'est un complot anti-La Rochelle, parce qu'en plus ce jour-là vous allez gagner, en septembre vous aurez gagné 30-5, vous leur roulez dessus. Et là vous allez après quand même. Non, mais les conditions, il n'y avait pas Skelton et tout à l'époque. Bon, là, tu as Skelton, tu es un peu gagnant quand même, pour être tout à fait honnête. Tu récupères quand même des joueurs que tu n'avais pas non plus. Oui, mais tu perds Aldrit, tu perds Boudéan, tu perds Gégou, tu Bogarit, qui à l'époque n'était pas blessé de mémoire. Oui. Tu perds quand même un petit peu de monde. Enfin bref, on verra ça. Niashvili aussi. On verra ça. Niashvili. On verra ça, ce sera samedi 16h30. Le Garec, ça fait... tu récupères Skelton, mais pas beaucoup plus. Non, mais c'est pas grave, faut serrer. Tu perds Antonio aussi. Non, Antonio était déjà pété. C'est bon, stop. Allez. Il veut t'enfoncer. Fin de la liste. Messieurs, merci pour cette émission. Allez, les Bleus aussi, quand même. Allez, les Bleus, évidemment. À Châteauroux. Oui, c'est vrai, c'est une vraie info. Comme d'Afrique du Sud aussi. Afrique du Sud, France, 14h30, Châteauroux, samedi. C'est le match des Bleus. Oui, des U20. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'avais un doute sur Châteauroux? Oui, j'avais un doute sur le. Non, Châteauroux. Peut-être Gaston Petit. Bravo. Merci beaucoup, messieurs. Une nouvelle fois. Allez les Bleus, effectivement. Allez les Bleus. 14h30. Et allez les Bleus. Et allez les Bleus. Merci d'avoir été si nombreux dans le chat. C'était cool d'échanger avec vous. Vous avez été pas mal à commenter, à échanger. Vous étiez d'accord parfois, d'autres fois non. Mais bon, c'est le but du jeu, c'est ce qu'on cherche. Exactement. Vous pouvez retrouver toutes les autres émissions de Kick-Off Rugby, évidemment, sur rugbyrama.fr, sur YouTube aussi. On met le replay en podcast
sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, tout ça. Et puis on se donne rendez-vous samedi après le match de l'équipe de France pour débriefer la victoire des Bleus contre les Springboks samedi soir sur le Twitch de Rugbyrama et sur YouTube aussi, parce qu'on est en direct sur Twitch et YouTube. À la semaine prochaine. Bon match à tous, bon week-end rugby et puis bonne soirée. Ciao. Ciao. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.